Monsieur le ministre, mes chers collègues, bonjour. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi instituant un système universel de retraite. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement 24 927 à l'article 2. Avant d'aborder la reprise de l'examen des amendements, j'ai un rappel au règlement de Madame Panou. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je souhaiterais faire un rappel à notre règlement sur la base de l'article 81 qui dispose que les députés exercent leur mandat au profit du seul intérêt général et en toute indépendance. Hier, je prenais à témoin l'ensemble des Français et des Françaises et les députés de cet hémicycle sur les soupçons de conflit d'intérêts existants entre les actions d'AXA de M. Jacques Maire et sa mission de co-rapporteur du projet de loi retraite. Pour rappel, dans votre déclaration d'intérêt, M. Maire, nous avons constaté que vous possédez 13 836 parts chez AXA pour un total de 358 935 €. Par la suite, vous annonciez, soutenu par votre entourage au Check News de Libération, que vous aviez vendu vos parts. Et qu'apprend-on ce matin dans le nouveau Check News et que vous confirmez à l'AFP qu'il s'agissait d'un mensonge et que vos parts n'ont pas été vendues. Comme on peut vous comprendre, l'assurance AXA elle-même profite de cette période politique pour faire de la publicité sur son épargne retraite, avec pour argument la dégradation attendue du niveau de pension à cause de la réforme. Je rappelle aux collègues que l'article 81 alinéa 3 de notre règlement me donne raison dès lors qu'il dispose qu'un conflit d'intérêts est entendu comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Vous annoncez, Monsieur Maire, saisir la déontologue après 4 semaines de débats en commission et en hémicycle à l'Assemblée. Vous devez vous en expliquer. Et par pitié, comme le chantier Didier Super, manipulez-nous mieux, car ça se voit quand même beaucoup que cette réforme est faite pour les banques et les assurances par les banquiers et les assureurs. D'abord la Légion d'honneur à BlackRock, puis l'actionnaire d'AXA comme rapporteur du texte. Monsieur Maire, vous ne pouvez pas continuer à être rapporteur de cette loi sans y jeter un soupçon. Merci Mme Panou pour ce rappel au règlement. Je vous indique et je vous rappelle que ce sujet ayant déjà été abordé hier, j'ai bien pris note de ce rappel au règlement auquel répondra, puisqu'il est mis en cause, Monsieur Maire très rapidement. Et nous pourrons poursuivre l'examen du texte, puisque j'ai eu l'impression de comprendre que chacun souhaitait aborder le fond des questions abordées par ce texte. Nous y reviendrons dans un instant, une fois que Monsieur Maire vous aura répondu. Monsieur Maire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Désolé que cette question nous fasse tous perdre du temps. Madame Panou, vous savez qu'il y a une personne dans cette Assemblée qui est en charge de voir s'il y a ou non des problèmes de déontologie. Elle a un nom spécifique. Ce n'est pas une députée de la France Insoumise, c'est une déontologue. Voilà. J'ai effectivement fait état de ma situation qui est totalement transparente à travers la HATVP. Je n'ai jamais remis en cause cette déclaration. J'ai saisi aujourd'hui même, je vous remercie de l'avoir rappelé, la déontologue, de façon à ce qu'elle se prononce sur le sujet. Et je pense qu'avec cette déclaration, nous n'irons pas plus loin. Merci. Merci à vous, Monsieur Maire. Nous passons à l'examen des amendements. L'amendement 24 927, qui est un amendement défendu par la présidente Valérie Rabault. Vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Au fil des débats que nous avons eus depuis maintenant une semaine, on se rend compte qu'un certain nombre de professions qui ont construit un régime spécifique au fil des années, tout simplement parce que depuis 1945, au cours des 40-50 dernières années, les spécificités de certaines professions ont été prises en compte dans les régimes de retraite. Moi, je n'appelle pas ça un régime spécial, par exemple pour les marins, pour les danseurs à l'opéra, pour un certain nombre de professions que nous avons eu l'occasion d'évoquer ici. Et cet amendement porte sur les marins qui, ça a été rappelé, alors je ne sais plus quel jour c'était, samedi ou dimanche, sont défavorisés avec le nouveau système que vous envisagez de mettre en place. C'est pour ça que nous proposons via cet amendement qu'ils puissent continuer à bénéficier de leurs spécificités et que par conséquent, ils ne soient pas pénalisés avec la réforme que vous comptez mettre en place. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Avant de répondre à l'amendement, je tiens à souligner mon soutien à mon collègue Jacques Maire, que j'ai apprécié en tant que co-rapporteur. Je n'avais pas eu l'occasion de travailler avant et je veux souligner sa très grande humanité et son très grand professionnalisme. Concernant l'amendement
par Madame Rabault, c'était d'exclure le régime des marins du système universel. Hier soir, nous avions eu un amendement, on va dire similaire, non pas sur la profession, mais sur la prise en compte des spécificités portées notamment par Monsieur Le Fur. Et je vous propose d'en rediscuter spécifiquement à l'article 7, où les différentes professions seront intégrées, mais en tenant compte, bien sûr, des spécificités qui leur sont propres. Donc, défavorable. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Madame la présidente Valérie Rabault, nous avions évoqué avec le député Le Fur à plusieurs reprises, notamment hier soir, ce sujet. Donc je vous confirme que les spécificités que nous avons reconnues hier soir sont toujours d'actualité. Pour autant, ces spécificités s'exprimeront à l'intérieur du système universel de retraite. C'est bien ce que j'avais dit hier soir et je le confirme. Défavorable. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Monsieur le Président, je crois que cet amendement de Madame la Présidente Rabault a l'intérêt de poursuivre nos échanges sur la question des marins, des gens de mer, métiers spécifiques, donc retraite spécifique. Il y a conjonction entre le métier et la retraite. C'est pas la retraite, c'est lié. Vous m'avez répondu, et je vous en sais gré, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur également, sur un certain nombre de choses, les 55 ans, le salaire forfaitaire pour le calcul, restait la question très délicate des cotisations employeurs, puisque nous sommes dans des métiers concurrentiels. Nos pêcheurs, ils sont concurrencés. Ils le seront encore plus avec le Brexit, mes chers collègues. Nos marins, ils sont concurrencés. Il n'y a pas plus concurrentiel que les métiers de la marine marchande, puisque par définition, l'affréteur, il choisit qu'il souhaite choisir le plus offrant, le moins cher, etc. Donc la question de la cotisation, elle est majeure dans la mesure où elle risque de générer des surcoûts qui nous feront perdre des marchés et donc qui nous feront perdre des emplois dans le monde de la mer. Donc, comment ça va se passer? Comment ça s'organise? Je souhaiterais qu'au moins, on ne va pas rentrer dans le détail, je veux bien le concevoir, monsieur le ministre, à ce stade, mais peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de rentrer dans des détails dans le débat budgétaire. Donc je souhaiterais avoir un peu de précision, comme vous m'en avez donné, je vous en sais gré encore, monsieur le ministre, sur les deux premiers points de mon intervention. Merci, monsieur Le Fur. Madame Fabre, pardon. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, en fait, j'avoue que j'ai du mal à vous suivre avec cet amendement et puis avec d'autres qui suivront, notamment concernant, par exemple, l'Opéra de Paris. On vient de finir l'article 1 et dans l'article 1, vous avez posé énormément d'amendements pour critiquer le fait que finalement nous ne faisions pas un régime vraiment universel. Vous vouliez qu'on aille beaucoup plus dans l'universalité. Vous nous expliquiez en puriste de l'universalité que nous ne construisions pas un régime universel parce qu'on reconnaissait certaines spécificités, notamment celles des marins, qu'on garde dans le régime universel, mais en reconnaissant certaines spécificités. Et maintenant, vous voilà les uns les autres en train de défendre le fait de sortir certaines professions. Alors, qui les marins, qui les danseurs de l'Opéra de Paris, etc., etc. Et donc, vous voulez revenir finalement à l'existant et à 42 régimes autonomes ou spéciaux et finalement à rien changer. C'est d'autant plus étonnant que concernant, par exemple, l'Opéra de Paris qui viendra un peu plus tard, et on le sait parce qu'on l'a déjà vu en commission, c'est d'autant plus étonnant que ça ne concerne que les danseurs de l'Opéra de Paris, mais vous ne voulez pas du tout, par exemple, avoir ce régime spécial pour l'ensemble des danseurs français qui ont les mêmes spécificités dans leur métier. Donc moi, je ne comprends pas finalement ce positionnement. Je le trouve très conservateur, en tout cas pas du tout réformiste. Et donc, cet amendement-là est l'occasion pour nous de réaffirmer notre volonté d'aller plus loin dans l'universalité et de faire en sorte que l'ensemble des professions reconnues dans leur spécificité intègrent tout de même un régime universel. Merci beaucoup, monsieur Dharréville. Vous souhaitez intervenir? Oui, merci, monsieur le président. Non, je ne vais pas expliquer à madame Fabre ce qu'elle a sans doute compris, c'est-à-dire qu'effectivement, nous contestons le fait que votre régime soit universel, mais en plus, nous pensons que le système que vous proposez pose un problème parce qu'il abaisse des droits.
Et là, en l'occurrence, pour les marins, nous craignons que ça soit le cas. Alors, monsieur le ministre, si je comprends bien, vous prenez des engagements. J'aimerais qu'ils soient extrêmement précis, parce qu'il y a des règles que vous connaissez. Nous les avons évoquées en commission spéciale pour les marins qui sont très particulières, compte tenu évidemment de leur métier, du fait que ça les éloigne de chez eux pour certains assez loin, hein, quand il s'agit de partir plusieurs jours pour une marée, et que ce métier est extrêmement pénible et que leur vie est mise en danger par la mer. On sait combien, évidemment, la mer est dangereuse pour tous ceux et celles qui y naviguent et puis surtout qui y travaillent régulièrement. Et donc, voilà, je crois qu'il faut, moi en tout cas en tant que député d'un territoire littoral, avec des pêcheurs, avec un certain nombre de femmes et d'hommes qui sont liés aux activités de la mer, je connais la particularité de ces professions, de ces métiers. Je crois qu'elle doit réellement être prise en compte, et c'est effectivement ce dont nous souhaitons nous assurer. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur Dharréville. Monsieur Quatennens, vous souhaitez intervenir. Merci, monsieur le président. Bon, ça a été dit, ça fait maintenant plusieurs jours que nous débattons, et souvent la majorité appelle de ses voeux l'idée que nous puissions avancer. Et comme vous, nous sommes soucieux de pouvoir avancer. D'ailleurs, nous avons beaucoup avancé, finalement, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont été maintenant vérifiées, à savoir que la valeur du point n'offre aucune garantie sur le niveau des pensions, que les femmes qui étaient prétendument les grandes gagnantes ne le sont pas, que les agriculteurs qui devaient se voir octroyer 1 000 € de pension de retraite ne seront que 40% finalement à pouvoir y accéder. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été réaffirmées par nos collègues à l'heure où l'on discute de cet article 2, qui est finalement le champ d'application de la loi, et sur lesquels je pensais que nous ne devrions pas revenir. Par exemple, vous avez redit, il y a actuellement 42 régimes. Mais je pensais qu'il était établi entre nous, parce que nous l'avons répété, que c'est faux. Il n'y a pas 42 régimes. Non, les statistiques du ministère du Travail, le ministère du Travail est assez sérieux en la matière, logiquement, n'en reconnaît que 23. 23 régimes différents. Et le Conseil d'orientation des retraites, 18. 42, c'est une espèce de combinaison confuse qui vise à saturer les esprits à l'idée qu'il y en aurait de trop. Mais qui plus est, vous avez encore répété qu'il y aurait instauration d'un régime universel, et moi qui reprends à cette heure nos débats, je pensais qu'il était entendu qu'il n'y a pas de régime universel dans votre réforme des retraites. Le Conseil d'État nous a rappelé qu'il y en avait au moins 5 différents, sans compter les dérogations. Pour moi, en réalité, et pour nous, il y a beaucoup plus que 42 régimes avec votre système. Il va y avoir autant de régimes différents que d'âges d'équilibre différents. Or, en réalité, vous prévoyez que cet âge d'équilibre, qui au passage, même provisoirement, n'a jamais disparu de votre projet de loi, se décale génération après génération. Vous êtes les plus grands faiseurs de régimes spéciaux, et quelque part, c'est aussi votre marque de fabrique. Rappelons-nous que sur le Code du travail, vous aviez créé autant de régimes différents s'agissant du droit du travail que d'entreprises en cassant une règle universelle qui s'appelait le Code du travail. Merci Donc, de conclure, stop, monsieur si on pouvait ne plus parler d'universalité, Président, et de 42 régimes, car il n'y a ni l'un ni l'autre, en effet. Madame de Vaucouleurs. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc je n'ai pas de marin sur ma circonscription, mais donc j'ai, parallèlement aux discussions, été voir ce qu'il en était de ce régime des marins que je n'aurais pas vu dans mes notes. Et je vois que sur la réforme de retraite, les marins ont déjà obtenu des garanties. C'est Ouest France qui le dit le 19 décembre 2019. Alors, en précisant que les spécificités seront conservées et intégrées dans le régime général. Concernant votre demande, Monsieur Le Fur, l'harmonisation des cotisations sur un taux unique universel, 28,12 dont 11,5 de part salariale et 16,87 de part patronale, se fera sur un temps long, 15 à 20 ans pour la part patronale, afin d'éviter une hausse brutale des cotisations. Voilà, elle se fera sur un temps court pour la part salariale, vu la proximité des taux actuels, 10,85 et futurs. Donc, il y a déjà effectivement des garanties qui ont été déjà données depuis 1 mois et demi aux marins. Donc, tout n'est pas encore réglé, mais on est en bonne voie de négociation avec eux. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Christophe, vous souhaitez intervenir. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour remarquer quand même que après 10 jours de commission spéciale et puis encore 8 jours d'examen en hémicycle, on est encore parfois à ressasser les vieilles rengaines. Alors effectivement, la loi, ça s'appelle système universel de retraite et pas régime universel de retraite, mon cher collègue.
Et c'est tant bien, parce qu'effectivement, le Conseil d'État a bien dit que ce n'était pas un régime universel, mais un système universel que nous voulions installer. Donc, c'est bien qu'on peut faire confiance au Conseil d'État sur le sujet. Sur la question des marins, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de revivre, là encore une fois, à l'infini de l'histoire. On a eu tout le débat sur l'article 1 après la Commission. On était sur les agriculteurs, aujourd'hui ce sont à nouveau les marins. Moi, je suis effectivement très attaché également à ce sujet, dans la mesure où j'ai une circonscription côtière, et né également dans un autre département marin. On voit bien que cette attention particulière a été portée dans la négociation, dans la concertation. Je rappellerai juste que le régime actuel de l'ENIM en particulier est extrêmement déficitaire et que c'est bien la solidarité nationale qui vient en aide pour combler ce déficit patent. Et bien évidemment, puisque je m'occupe également de la question des transitions et des droits constitués, mais là on se reverra sur le titre 5, vous constaterez qu'effectivement cette préoccupation a bien été prise en compte et en aucun cas il ne s'agit de voir disparaître cette solidarité nationale, mais bien l'avoir confortée, notamment dans le cadre des prises en compte des pénibilités. Merci beaucoup. Dernière prise de parole sur cet amendement. Madame la présidente Rabault, vous souhaitez réagir? Vous avez la parole. Moi aussi, je voulais réagir parce que je n'ai pas de marins dans ma circonscription. Mais j'observe quand même que le régime des marins, l'ENIM, qui en dépend, a été créé avant que les retraites existent, sous Louis XIV. Et si sous Louis XIV, ce régime a été créé, pas forcément de retraite, c'est bien qu'il y avait des spécificités à prendre en compte. Alors, je veux bien que vous souhaitiez faire table rase d'un régime qui existe depuis 400 ans, plus de 400 ans, mes chers collègues. Mais s'il a été construit avec ces spécificités, c'est bien qu'elles ont un sens. Elles ont un sens pour la vie des marins. Alors vous dites, ne vous inquiétez pas, l'article de Ouest France, avec tout le respect que j'ai pour Ouest France, mais ici on vote la loi. L'article de Ouest France, il pourra peut-être évoluer au gré de ce que nous allons voter. Donc ce qui compte, ma chère collègue, c'est ce que nous votons. Et vous voulez faire entrer les marins dans votre régime universel avec des systèmes spécifiques, j'entends bien, mon cher collègue, non mais j'ai repris ce que vous avez dit, j'ai bien écouté. Mais n'empêche que, à ce stade du débat, nous n'avons pas de garantie. Et c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour l'article de Ouest France, l'article de Ouest France ne constitue pas une garantie pour la loi. Merci beaucoup, Madame la Présidente Rabault. Nous allons donc pouvoir passer au vote sur cet amendement 24 927 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons aux amendements identiques suivants, le 11 686. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer le mot universel à l'article 2, comme il conviendrait d'ailleurs de le faire sur tout le texte. Et vous me répondrez, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, nous avons déjà eu ce débat, on peut en convenir. Par contre, il y a un autre débat à l'article 2 qui ne fait que commencer. Il concerne notamment les avocats, pour qui l'universalité proposée est un leurre. Et je voudrais vous dire et vous redire pourquoi nous portons ici aussi fort la voix des avocats. Je crois qu'il vous faut réaliser que c'est une profession qui est d'abord fragilisée. Fragilisée par la refonte des tribunaux d'instance, fragilisée par la réforme de l'aide juridictionnelle et par la numérisation, je souhaite dire même l'ubérisation de la justice. Il nous faut mesurer aussi les grandes disparités qui existent dans cette profession d'avocat. Et j'aimerais vous entendre dire avec nous que ce ne sont pas des nantis. Et je voudrais éclairer nos débats d'un exemple, celui de mon département, l'Ardèche, 330 000 habitants, donc représentatif de cette belle France des territoires, où 2/3 des avocats ont des revenus inférieurs à 35 000 €. Pour la plupart d'entre eux, 50% de leur activité repose sur des dossiers d'aide juridictionnelle. Je rappelle d'ailleurs que cet acte est rémunéré à hauteur de 256 € par dossier. Alors nous avons déjà dénoncé le hold-up que vous organisez sur cette caisse autonome, qui ne coûte pas un sou aux contribuables et qui alimente déjà la solidarité nationale à hauteur de 80 millions d'euros. Mais moi je veux vous dire en complément que dans ce contexte de fragilité, il est suicidaire d'augmenter leurs cotisations. Et ce n'est pas votre abattement sur la CSG qui réglera le problème, parce qu'il est non seulement insuffisant, mais il est aussi nul et non avenu, puisque inconstitutionnel. Donc, une fois de plus, ici, dans cet hémicycle, nous vous alertons solennellement de voir ce vrai risque de disparaître les avocats de proximité et en cascade, toutes les menaces qui se posent sur le greffe et tous les emplois induits, parce qu'après les déserts médicaux se profilent les déserts judiciaires. Et je voudrais juste conclure, Monsieur le Président, en disant ici que tout le monde a le droit d'être défendu, et ce, en tout point du territoire. Monsieur Brun, amendement identique du Président Le Fur. Très bien. Alors, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces amendements identiques ?
L'amendement concernait la suppression du mot universel et donc vous l'avez rappelé, chers collègues, nous l'avons déjà largement évoqué. Un petit mot sur des propos qui viennent d'être tenus. Donc là, vous parlez des avocats et vous avez fait un très bon diagnostic de la situation, comme ça a été sur les agriculteurs hier. Vous avez parlé des difficultés de bon nombre d'avocats parce qu'ils ont une activité... Ils sont plus nombreux, beaucoup d'activités qui dépendent de l'aide juridictionnelle ou du droit à la famille, parfois mal rémunérées. Donc vous avez un certain nombre d'avocats qui ont des situations confortables, mais beaucoup d'avocats qui sont dans la difficulté. Et c'est à ça avant tout qu'il faut répondre. C'est la politique qu'il faut mener vis-à-vis des avocats. Comme les difficultés sur les agriculteurs, la retraite n'est que le reflet de ce qui se passe avant. Et quand on a peu de revenus, on a une faible retraite. Et on peut parler des pêcheurs, on peut parler des sujets. Donc les sujets spécifiques aux avocats d'abord seront abordés plus loin sur le côté de l'intégration et la façon de la transformer. Donc lié à votre amendement qui était universel, je serai défavorable. Je reviens sur Monsieur Quatennens. Il va falloir que vous argumentiez, vous cherchiez un petit peu de nouveaux sujets, parce que, au final, si je résume un petit peu vos sujets d'intervention, un coup, c'est le nombre les 42 régimes. Alors, je l'ai dit hier, là, je crois que vous n'étiez pas là hier, je l'ai rappelé hier, c'est page 194 du rapport, en quoi il y a 42 régimes, c'est parfaitement défini. Un coup, c'est 8 passes ou 3 passes, donc vous revenez. Un coup, c'est les femmes, un coup, c'est les agriculteurs. Et puis avec ça, vous tournez avec 4. Essayez de travailler sur le fond, ça changera, et en tous les cas, défavorable. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Brun, oui, moi, je trouve quand même que relancer la discussion sur les avocats, j'entends que ça vous tienne à cœur. Je n'ai pas de jugement en la matière, mais très franchement, je pense qu'on avait été à peu près exhaustif hier soir, à la fois en actant que nous avions des différences d'appréciation. Encore une fois, moi, je comprends tout à fait qu'on ait des différences d'appréciation. Je vous avais donné un certain nombre de références vous indiquant en quoi le texte de loi prévoyait explicitement que les réserves de l'ensemble des caisses autonomes spécifiques ne seraient pas touchées. C'est dans le texte, donc on ne peut plus en douter. Et je vous invitais à vous rendre à l'article 50, je le fais de mémoire, alinéa 22 hier soir. Voilà, donc nous sommes toujours dans ce débat-là. Et je pense, en plus, je crois que c'est vraiment votre idée, c'est d'avancer dans le texte. Donc, juste actons qu'on ne sommes pas d'accord sur le sujet, actons qu'il y a encore du travail à faire avec les avocats, qu'ils ont toute leur place dans le système universel. Réaffirmons que pour les avocats, comme pour toutes les professions libérales, ils resteront, et c'est très bien comme ça, propriétaires de leurs réserves. Elles sont à leurs mains, c'est eux qui les ont constituées, et cherchons des solutions, même si j'ai bien compris que votre projet exprimé, et je crois que j'avais bénéficié d'une sorte de satisfecit du président Wurst hier, quand j'en avais fait la synthèse, est tout à fait différent d'une autre. Nous avons un projet avec une large universalité, et vous avez un projet qui consiste à dire limitons-nous à un pass, et après laissons vivre des cas spécifiques par statut, par métier. C'est pas notre projet. Souffrez qu'on ne soit pas d'accord, mais je pense qu'on ne l'est pas. Voilà, et donc rien ne se passera de négatif pour les avocats, parce que nous avons encore du travail à faire. Et nous savons, Monsieur Brun, là où vous aviez raison dans votre... En tout cas, nous pouvons nous rejoindre, parce que ce n'est pas une question de tort ou raison, nous pouvons rejoindre dans votre propos, c'est qu'effectivement, pour les avocats qui ont un revenu relativement modeste, autour de 30 000 €, nous avons encore du travail à faire pour la compensation de charges. Et que ce travail, je l'ai déjà dit hier, et il me semble aussi l'avoir dit d'autres jours, que nous faisons ce travail avec les représentants des avocats et que nous avons déjà préparé un certain nombre d'amendements au texte du gouvernement pour permettre à la représentation nationale de s'exprimer sur le sujet et donc notamment de faire perdurer la péréquation qui peut exister entre les cabinets d'avocats qui tournent bien, qui ont des revenus conséquents, et ceux que vous connaissez, qui sont plutôt à l'aide juridictionnelle et qui ont des revenus relativement faibles. Voilà pourquoi je donnerai un avis défavorable, Monsieur Brun, mais vous savez que j'ai quand même souhaité prendre un peu de temps pour renouer le dialogue. En tous les cas, même s'il y a controverse, mais la controverse est toujours intéressante parce qu'elle fait avancer le débat. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Mélenchon, vous avez souhaité intervenir, vous avez la parole. Ah, voilà qui est plus aimable. Monsieur le rapporteur, vous êtes tout à fait désagréable. Pourquoi voulez-vous dire à M. Quatennens ce que doivent être ses arguments? Dites par exemple, rejeter
et c'est rejeté. Mais vous n'êtes pas obligé de l'assortir de remarques sur l'ordre de ses arguments et de leur répétition. Pourquoi répète-t-il ces arguments? Pourquoi? Mais parce qu'une de nos collègues elle-même, Madame Fabre, vient de dire « je ne vous comprends pas ». Alors, si vous ne nous comprenez pas, on vous explique. Qu'avez-vous dit? Que vous ne compreniez pas pourquoi nous réclamons sur des régimes particuliers, que vous appelez spécifiques, alors qu'on vous reprochait de ne pas être universel. Mais bien sûr, c'est vous qui avez commencé en disant « il y a 42 régimes, c'est illisible, donc nous faisons un régime universel ». On vous a dit dès le début, ce n'est pas possible, les régimes dont nous vous parlons, les régimes spéciaux, correspondent à une longue histoire et à des nécessités qui sont liées au métier en question. On revient sur les marins. Il n'y a rien de plus naturel que de le faire. On vient de rappeler que ce statut a 4 siècles. Évidemment, il a changé en 4 siècles. Hein. Quand même, disons les choses comme elles sont. Mais il faisait l'objet d'un soin extrêmement précis. Figurez-vous que le même roi Louis XIV alla jusqu'à planter dans la forêt de Joux des sapins qui s'y trouvent toujours, pour certains d'entre eux, si vous voulez aller les voir, parce que c'est un monument du colbertisme français que de planter des sapins pour une marine nationale en bois. Bon, voilà pourquoi on vous explique. Mais oui, mais voilà pourquoi on est obligé de vous expliquer que les régimes que dorénavant vous appelez spécifiques correspondent à des nécessités et que par conséquent, ce n'est pas universel. Et la seule chose qui est universelle, c'est que vous avez inventé de transformer ce qui était autrefois évalué en trimestres cotisés en points, et que ces points sont votre seule invention dans le but de préparer la capitalisation, dont je me prépare de mon côté à vous régaler de nouveau, si vous voulez que je vous l'explique. Merci de conclure. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Vous aviez déjà conclu. Monsieur Jean-René Cazeneuve, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors, on voit bien que sur la gauche de notre hémicycle, vous êtes assez logiquement favorable aux régimes spéciaux, aux régimes autonomes, même si, effectivement, maintenant, vous nous expliquez que vous nous reprochez de les recréer, d'en recréer plus. Vous devriez être, somme toute, assez content. Mais c'est plutôt à droite que je suis assez surpris, que j'attendrai éventuellement de votre part une clarification sur votre position. Dans vos programmes successifs, vous êtes contre les régimes spéciaux. Et puis, vous avez dit hier, le président Woerth, par exemple, a dit il faut, sur la pénibilité, de l'universalité. Et puis, vous nous avez dit, au cours des débats, il faut un socle d'universalité. Alors, moi, j'aimerais vous poser clairement la question, est-ce que vous êtes, oui ou non, pour la fin des régimes spéciaux, qu'on puisse enfin comprendre votre clarification, parce que là, vous nous baladez, une fois c'est oui, une fois c'est non. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes favorables, et nous sommes cohérents depuis le début. Nous sommes favorable au régime universel. Pourquoi? Parce que c'est assez simple, Matou. En mettant plus assurés, l'ensemble des Français, 100% des Français, en mettant plus d'argent, plus de sommes dans ce régime spécial, évidemment, nous créons un régime qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus pérenne dans le temps et qui va résister, mieux résister aux modifications de démographie de tel ou tel métier dans le temps. Donc oui, nous sommes pour un régime universel parce qu'il est plus protecteur pour l'ensemble des Français. Merci. Merci, Monsieur Cazeneuve. Monsieur le Président Woerth, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole. Monsieur le Président, moi je ne savais pas que Monsieur Cazeneuve était communiste. C'est formidable pour Monsieur Jumel, mais un régime universel, c'est-à-dire où finalement ça vaut pour tous, quelle que soit sa situation, c'est au fond une vision très collective des choses. Nous disons que nous souhaitons qu'il y ait un socle commun de droit, on va le placer à un prélèvement ou à un plafond de sécurité sociale, et qu'après puissent vivre des régimes autonomes, prendre en particularité un certain nombre de professions. Et à l'intérieur de cela, nous avons dit que nous étions favorables à une fusion entre le secteur privé et le secteur public, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés et les fonctionnaires soient traités de la même manière, mais que puissent vivre des régimes totalement autonomes, on l'a évoqué, les avocats, etc. Des régimes qui prennent en compte la particularité des carrières. Il y a une logique. C'est d'ailleurs ce que nous disons et que nous répétons sans cesse. Mais vous voyez, vous nous dites que nous répétons et nous avons visiblement besoin de le faire puisque cette information n'était pas parvenue jusqu'à vos oreilles. Un mot sur les avocats, puisque à la fois le ministre et le rapporteur l'ont évoqué. J'ai bien conscience qu'on se répète, mais moi je pense que sur les avocats, ce sont les avocats les plus modestes qui souffriront du régime que vous voulez leur imposer. Ce sont les avocats les plus modestes.
modestes. C'est ceux qui verront leur cotisation terriblement augmenter. Et ces avocats-là, ils ne croient pas en réalité aux propositions que vous faites de compensation au travers de mécanismes du type réduction d'assiette de CSG. D'abord, c'est fragile. D'abord, ça peut être repris chaque année. Donc tout ça crée une instabilité, une insécurité pour ces professions qui n'en ont franchement pas besoin. En réalité, c'est bien la CSG qui paye tout ça. Et puis, c'est aussi la ponction sur la caisse elle-même des avocats qui va payer, au fond, le régime de transition qui est en réalité une sorte de cotisation ou d'adhésion au régime universel. Donc, c'est une manière de ponctionner cette caisse. Enfin, pour les travaux en cours, vous nous dites que ce sont des travaux en cours. Et que, encore une fois, je regrette qu'il y ait des travaux en cours. Il y a, je pense, un seul lieu où il doit y avoir des travaux en cours, c'est l'Assemblée nationale sur le projet de loi. Merci beaucoup. Monsieur Fuchs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur la question des avocats, je pense que la question est plus large que uniquement la question des retraites et qu'il faut aborder la discussion avec les avocats en créant la confiance de façon plus large que les retraites. Parce que sur les retraites, la question est assez simple. La négociation aujourd'hui avec les avocats a énormément avancé. Vous avez aujourd'hui une assurance qu'ils n'augmentent pas leur cotisation avant 2029. Avec la baisse de 30% de la CSG, l'augmentation des 2% décidée par la profession, il faut trouver 5,5 à 6% entre 2029 et 2040. Et ces questions-là se trouvent dans la négociation, justement. Elles se trouvent, on n'est plus très loin de trouver, justement, un accord. Mais moi, quand j'entends les avocats dire, en négociant notamment chez moi, que 40% des cabinets vont fermer, c'est pas sérieux. Mais parce que ce n'est pas la réalité. On ne peut pas dire que 40% des cabinets vont fermer. C'est au contraire une chance, je pense, pour les avocats de discuter avec le gouvernement et de trouver pour les cabinets... Excusez-moi, je suis en train de parler. De trouver une discussion avec le gouvernement pour justement trouver des moyens, comme on le fait pour les agriculteurs, comme on le fait pour des professions en difficulté, pour les petits cabinets, de trouver les conditions d'un meilleur renversement. Quant aux Républicains, la position de l'opposition est extrêmement facile. On critique et on propose. Quand Nicolas Sarkozy, en septembre 2007, demande au gouvernement de mettre un terme aux régimes spéciaux, 5 ans plus tard, ça a coûté 5 milliards, et les régimes spéciaux n'ont toujours pas trouvé leur fin. Donc, non mais au gouvernement, vous voyez bien que quand il faut agir, c'est plus difficile. Critiquer, c'est facile. Quand il faut agir, vous aviez eu 5 ans pour réformer les régimes spéciaux. Merci le beaucoup, président vous Monsieur l'avait demandé, Fuchs. vous ne l'avez pas fait. Monsieur Hubert Wulfranc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On parle... Monsieur Wulfranc, attendez une petite seconde. On parle universalité. Mes chers collègues, Monsieur Wulfranc, une toute petite seconde, Monsieur Wulfranc. Mes chers collègues, si vous avez une discussion personnelle ou un échange particulier à avoir, faites-le en dehors de l'hémicycle. Monsieur Wulfranc a la parole et seul Monsieur Wulfranc a la parole. Merci les gars. Bon, on parle universalité, mais c'est quoi? C'est un concept, certes, mais rentrons un peu dans le contenu et dans la qualité même du terme qu'on applique à ce dispositif que vous nous annoncez. Il y a des professions donc qui, les fameux systèmes, les fameux régimes spéciaux, il y a des professions qui ont acquis des droits, qui les ont acquis ou auxquels il a été légitimement reconnu des droits. Et c'est vrai que ça donne encore aujourd'hui des retraites qui sont convenables. Des pensions meilleures qu'un certain nombre d'autres salariés. Mais, et là, il faut qu'on vous le dise et qu'on vous le redise, nous, notre objectif et nos propositions, c'est de tirer vers le haut. C'est de tirer vers le haut. Et c'est pas de couvrir un nouveau système du nom de l'universalité et de tirer les choses vers le bas. Or, pour tirer vers le haut, il y a des recettes disponibles. Là aussi, on en revient
aux fondamentaux, des recettes disponibles qui permettraient d'ailleurs d'ouvrir droit à la reconnaissance de droit à la retraite pour d'autres professions dans des conditions de retraite plus favorables. Prenons quelques exemples de salariés aujourd'hui dont la filière se développe considérablement. Les traitements des déchets, dont chacun a encore en mémoire la loi qui vient d'être votée, ouvre droit à des conditions de travail sur le terrain dont nous aimerions bien aussi qu'elles puissent être reconnues à l'avenir, non seulement en termes de pénibilité, mais aussi en termes d'accès à des niveaux de retraite bien supérieurs à ceux que vous promettez. Il en va de même, par exemple, dans la filière hôtellerie et restauration, dont on nous promet là encore un bel avenir dans notre pays, mais qui, sur le terrain, au niveau des conditions de travail et des droits à la retraite, devrait pouvoir ouvrir des retraites beaucoup plus décentes. Monsieur Wulfranc, je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous avons 16 amendements identiques portés par le groupe GDR. C'est M. Dharréville qui les présente, les 24, 738 et suivants. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de mise en jambe pour cette séance. Je crois que notre désaccord est acté, Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre, sur le caractère de ce système que vous jugez universel et que nous jugeons inéquitable. Je voudrais en profiter pour vous interroger à nouveau sur les différences qui pourront exister entre deux personnes ayant une carrière similaire, l'une étant née en 1974 et l'autre en 1976. Je voudrais que vous me confirmiez que, évidemment, pour ces deux personnes-là, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, elles n'auront pas d'abord ni le même âge de départ, ni sans doute le même niveau de pension. Et je voudrais que vous me confirmiez que ça sera la même chose pour une personne née en 2003 et une personne née en 2005 qui aurait une carrière tout à fait similaire. Voilà, ce qui serait la démonstration, évidemment, que nous avons raison. Merci beaucoup, Monsieur Dharréville. Monsieur le rapporteur, pour ces amendements identiques et avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, universel par inéquitable, on a déjà évoqué largement ce sujet-là. Je rappelle qu'on considère que c'est universel parce que ça intègre tout le monde et que ça donne un système de règles qui sont communes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, en ce sens-là, nous considérons que c'est universel. Concernant quelqu'un qui serait né en 1974 et quelqu'un qui serait né en 1976, ça va être la même différence qu'entre quelqu'un qui est né en 72 et quelqu'un qui est né en 73. Il y en a un qui va avoir un trimestre de plus depuis la loi Touraine. Donc voilà, c'est des transitions. Celui qui va être né en 1976, donc qui va avoir, on va dire, un an de sa carrière dans le nouveau système, ça va jouer sur un 43e, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est très progressivement qu'on transforme un système et dans l'autre. C'est pour ça qu'on prend le temps de la transition. Les deux systèmes sont différents. Par contre, il est normal que quelqu'un qui a commencé et qui a commencé à réfléchir à son projet de retraite en fonction des conditions qui étaient les siennes, il est normal que quand on est proche de la retraite, on n'y touche pas, c'est ceux qui sont à moins de 17 ans, et quand on est un peu plus éloigné, on n'y touche que très progressivement. Défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Dharréville, je ne suis pas sûr qu'il faille commencer la soirée. Moi, je suis encore venu discuter du fond. Alors, j'ai bien compris que vous utilisez vos amendements. Alors, celui-là, remplacer le mot universel par inéquitable, qu'on a déjà traité sur tous les alinéas de l'article 1 et qu'on commence à traiter sur les alinéas de l'article 2. Vous utilisez ces amendements pour faire une sorte de quiz géant avec des cas types. Bon, voilà, mais je pense que vous avez envie, monsieur le député Dharréville, vous avez envie, si j'ai bien compris la volonté de votre responsable de groupe, d'aller plus loin dans le texte. Alors, allons plus loin dans le texte, dépassons cela, s'il vous plaît. Défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, peut-être que le régime sera universel, mais il est possible aussi qu'il soit inéquitable, notamment et précisément pour les avocats, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors moi, Monsieur le Ministre, je ne comprends pas bien, parce que vous dites, à aucun moment, il est question de prendre l'argent mis en réserve par les avocats dans notre réforme. Or, je vois, amendement 42 467 ou 42 467, comme vous voulez, après l'article 2, qui va bientôt arriver, déposé par le gouvernement, je crois que c'est pas nous, c'est pas là-bas, c'est le gouvernement, qui dit, et je vous fais grâce du dispositif, juste l'exposé des motifs, le présent amendement vise à confier à la CNBF la gestion d'un dispositif de solidarité permettant de prendre en charge tout ou partie de la hausse de cotisation pour les avocats. D'accord ? Libéraux et salariés dont le revenu est inférieur à 3 passes. Donc oui, par le biais d'un amendement, vous dites aux avocats qu'ils doivent utiliser leurs réserves de leur caisse autonome pour financer la transition entre 14 et 28%. Enfin, qu'est-ce que ça vous coûte de l'assumer? C'est ce qui se dit autour de la table quand vous recevez les avocats, quand Nicole Belloubet, garde des Sceaux, reçoit les avocats. Alors oui, effectivement, peut-être que si vous les assumiez, vous comprendriez que c'est précisément ça qu'ils ne veulent pas, notamment, et c'est pour ça qu'ils font grève et qui votent la grève reconductible dans leurs assemblées générales extraordinaires. Voilà, monsieur le ministre, assumez que vous voulez prendre les milliards qu'ils ont mis de côté pour financer votre réforme pourrie. Pas pour qu'ils aient une meilleure cotisation, pas pour qu'ils aient une meilleure retraite, pas pour qu'ils puissent garder des petits cabinets. Non, non, pas pour ça, pour financer votre réforme pourrie. Et je préciserai que les petits cabinets dont on parle, qui gèrent l'aide juridictionnelle, c'est notamment en matière pénale pour les plus démunis, pour garantir les libertés fondamentales dans ce pays, les libertés individuelles. Et c'est ça qu'on va faire crever en premier. Donc pour nous, c'est non. Merci Monsieur Bernalicis. Madame Dalloz, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais rappeler ici que, parce que ça nous a été reproché, que à l'époque du président Nicolas Sarkozy, rien n'avait été fait. Moi, je voudrais rappeler aux collègues de la majorité que la convergence entre les différents régimes, c'est cette majorité de Nicolas Sarkozy à l'époque qu'il avait entre le public et le privé, c'est elle qui l'avait mise en œuvre. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, le fait de partir à 62 ans, c'est cette majorité qui avait eu le courage à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous n'avez même pas ce courage-là. Vous avez un certain courage ou un certain culot à imaginer que la période de transition, elle va durer 40 années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 années de période de transition. Et enfin, pour revenir sur les avocats, je voudrais rappeler aux élus de la majorité que la caisse des avocats, comme la caisse des professions libérales, ce sont des caisses autonomes. Vous n'allez pas nous faire penser ici que ce sont des régimes spéciaux, parce que les régimes spéciaux coûtent en général à la solidarité nationale, mais là, la caisse des avocats, non seulement elle est excédentaire à hauteur de 2 milliards d'euros, elle contribue à la solidarité nationale chaque année à hauteur de 90 millions d'euros chaque année. Donc ce n'est pas ce que j'appellerais, Monsieur Cazeneuve, un régime spécial, ou alors il faut vraiment revoir votre définition. Compte tenu de tous ces éléments, il y a une question qui est récurrente et qui nous revient. Qu'est-ce que vous faites en matière pour les avocats de tout ce qui est protection sociale, notamment l'assurance maladie? On n'a toujours pas de réponse sur le devenir de leur caisse autonome vis-à-vis de la protection sociale. Ça serait bien qu'on ait enfin une position sur le sujet. Merci beaucoup, Madame Dalloz. Monsieur Dufrègne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, je constate une fois de plus que quand nous abordons les questions de fond, vous n'y répondez pas parce que vous n'avez pas répondu à la question de mon collègue Pierre Dharréville. Oui, effectivement, ce régime de retraite ne sera pas universel mais inéquitable pour les marins et bien d'autres. Et là, j'ai un argument de fond. Votre leitmotiv répété et encore répété qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous est faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'espérance de vie n'est pas la même en fonction des catégories socio-professionnelles. Il serait juste si chacun d'entre nous disparaissait lorsqu'il atteint l'espérance de vie. Mais ce n'est pas le cas. Et ceux qui vivent plus longtemps se font payer leur retraite en partie par ceux qui vivent moins longtemps. Et ce n'est pas une loterie. Nous savons que certaines catégories, par exemple les ouvriers, ceux qui travaillent la nuit, vivront en moyenne moins longtemps.
Donc le système est, dans sa théorie, totalement inéquitable. Et en plus, si ces Français, parce que usés, partent avant, ils subiront une décote. Ce n'est pas acceptable. En fait, votre système prolonge les inégalités de la vie. Pourrions-nous parler, oui ou non, pénibilité? Il serait juste que ces gens puissent partir avant et sans décote. Merci beaucoup. Monsieur Maillard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a un raisonnement que je ne comprends pas bien de notre collègue Pierre Dharréville tout à l'heure. Je reprends l'exemple, il prenait des dates de 1974, en disant que le système à l'heure actuelle, quelque part, serait plus équitable. En 1974, on va prendre une même profession, un chauffeur de bus. On en a parlé longuement. Le chauffeur de bus à Paris et le chauffeur de bus à Tourcoing. Exactement, 1974. Et ils ne partent pas au même âge à la retraite, ni avec les mêmes pensions alors qu'ils ont cotisé la même chose. Donc on va aller plus loin. Par contre, en 2008, avec notre réforme, ce même chauffeur, né en 2008, ce même chauffeur de bus de Tourcoing ou de Paris aura la même pension et le même âge au départ à la retraite. Donc, ce système est équitable et universel. C'est ce qu'il fallait démontrer. Merci, Monsieur Maillard. Monsieur Christian Hutin, vous avez la parole. Oui. Laissons parler Monsieur Hutin, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Alors d'abord, je tousse un peu et donc je ne voudrais pas que vous confiniez l'ensemble de l'hémicycle en fonction de... Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ça nous permettrait aussi de sortir un peu à l'extérieur de cet hémicycle pour se rendre compte des questions que nous posent les gens quand nous sommes à l'extérieur. Quand nous voyons des jeunes qui nous disent « mais en 73, qu'est-ce que j'aurai? En 74, qu'est-ce que j'aurai? En 74, je suis un jeune avocat, je viens de démarrer, comment je vais commencer ma carrière? Comment je vais payer mes cotisations qui vont être doublées ?» Sortons de cet hémicycle, sortons de ce confinement. Pour les marins, c'est exactement la même chose. Aucun marin n'est certain aujourd'hui qu'il y aura la garantie financière de son point. Aucun marin. C'est vrai que ça date de Fort-Mardic, de la circonscription de mon ami Paul Christophe et moi-même, à l'époque, la retraite des marins. Oui, elle est solidaire, elle est extrêmement solidaire. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui dans ce projet de loi qu'il sera solidaire? Rien. Alors moi, je vous demande de sortir de ce confinement, de ce système universel qui ne l'est pas, de ces interrogations qui sont permanentes et du risque que fait porter, y compris à la justice, parce que les avocats qui défendent les causes les plus difficiles ne sont pas forcément ceux qui défendent les violeurs les plus méchants, les plus abominables, sont aussi parfois ceux qui vont aider les parties civiles, les gens en difficulté. Et ce sont ces gens-là qui vont être en difficulté, c'est 40% de cabinets d'avocats que vous risquez de mettre en grande difficulté. Merci Monsieur Hutin. Je vais donc mettre aux voix ces 16 amendements identiques. Madame Elimas, pardon, vous souhaitiez intervenir. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On va essayer de revenir sur l'amendement de Monsieur Dharréville parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi. On a encore entendu parler des avocats, on a entendu parler des réserves. Alors il faut les utiliser, il ne faut pas les utiliser. Moi je suis perdue parce qu'avec le contre-projet de la France Insoumise, entre ce qu'on dit là et ce qu'on écrit là-bas, je ne comprends plus rien. En tout cas, sur cet amendement-là, le système universel tel que nous le proposons, il offre la possibilité de réinventer le dispositif de solidarité. Il offre la possibilité de réduire les écarts de pension entre les plus fragiles et les plus aisés, entre les femmes et les hommes, en soutenant les familles, en apaisant la crainte du veuvage. Et oui, je voulais revenir, Monsieur Dharréville, puisque c'est votre amendement, sur un propos que vous avez tenu hier. Vous avez parlé de machine infernale. Vous avez raison, elle existe, la machine infernale. C'est celle-là, c'est celle du système actuel, c'est celle des injustices, c'est celle des petites quantités de travail qui n'ouvrent aucun droit. Ce sont les critères de durée d'assurance qui pénalisent bon nombre d'entre nous. C'est celle qui ne permet plus la linéarité dans sa profession et donc qui rend l'avenir complètement incertain. Il faut donc répondre à l'exigence d'équité. Il faut garantir la lisibilité de nos retraites à travers un système universel fondé sur des règles communes, compréhensibles par tous et pour tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix ces 16 amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour,
Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 23 428 de M. Diard, qui fera l'objet de sous-amendements identiques. Monsieur Diard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon amendement, ce n'est pas un amendement pour critiquer, c'est justement, mon amendement vise à défendre, je dis bien, le caractère autonome des différentes caisses de retraite des professions libérales que sont les médecins, que sont les pharmaciens, que sont les avocats, que sont les auxiliaires médicaux. Mes chers collègues, vous mélangez parfois les régimes spéciaux et les régimes autonomes. Nous défendons les régimes autonomes, à la différence du régime spécial ou du régime spécial ou du régime général. Je vous rappelle que les caisses autonomes sont financées par leurs adhérents et seulement par leurs adhérents. Elles ne coûtent aucun euro à l'État, elles ne coûtent, et même, comme l'a dit justement Madame Dalloz, elles financent de plusieurs dizaines de millions par an le régime général de nos retraites. Et pour moi, sacrifier ce régime autonome des retraites me paraît être à la fois un non-sens et un danger. Un non-sens. Pourquoi on va intégrer un système excédentaire dans un système déficitaire qui est financé par nos impôts? Cette petite organisation autonome de ces caisses marche bien. Pourquoi les retirer? Deuxièmement, c'est un danger. Pourquoi, à mon avis, c'est un danger? Parce que vous risquez de susciter une crise des vocations. On ne va plus trouver des médecins, on ne va plus trouver des auxiliaires médicaux, alors que c'est des... Mais il y en aura de moins en moins, malheureusement. Donc, je pense qu'il est impossible d'exclure les caisses autonomes des professions libérales. Et quand on me dit on va voir, oui, les avocats, je vois qu'on voit bien. La ministre de la Justice reçoit les avocats, elle ne les entend pas, elle ne les écoute pas. Merci beaucoup, Monsieur Diard. Cet amendement fait l'objet de 3 sous-amendements. Le 42 583, Madame Valentin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit en fait mon collègue Éric Diard, je crois qu'il faut vraiment bien faire la différence entre ce qu'est un régime spécial et ce qu'est une caisse autonome. C'est deux choses qui sont quand même bien différentes. Donc, ce sous-amendement vise à exclure les professions libérales du système universel prévu par cette réforme. De nombreuses professions libérales, telles que les médecins, les infirmières, les avocats, les pilotes de ligne, ont leur propre régime de retraite avec des caisses autonomes qui prélèvent des cotisations pour les reverser à leurs retraités. Au nom de l'universalité, ce projet de loi entend supprimer ces caisses autonomes. Comme vous l'a dit tout à l'heure Madame Dalloz, la différence entre les régimes spéciaux qui sont fortement déficitaires et qui survivent grâce à des subventions publiques et les caisses autonomes qui sont gérées comme celle des avocats, qui sont équilibrées, qui sont bénéficiaires et qui sont solidaires. Pourquoi mettre à mal un système qui fonctionne? Pourquoi punir les bons élèves? Leurs réserves seront absorbées pour combler le déficit des autres régimes, ce qui est profondément injuste. Ce sous-amendement vise à exclure les professions libérales du système universel de retraite. Merci beaucoup, Madame Valentin. Nous avons 2 sous-amendements identiques. Le 42 558, Monsieur le Président Le Fur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on a le sentiment que vous utilisez une technique pasqualienne. Vous êtes acculé, et la vieille technique de Pasqua, quand il était acculé, j'embrouille, j'embrouille. Et vous nous embrouillez. Vous nous embrouillez en mêlant l'ensemble des régimes. Nos collègues l'ont parfaitement expliqué. Le régime spécial, il est condamnable dans la mesure où il tient son équilibre financier du soutien des autres. Mais s'il tient son équilibre financier de la seule solidarité interne au régime, il ne suscite pas de difficultés. Pourquoi nous considérons qu'il y a un problème avec la RATP et la SNCF? Parce que c'est le citoyen français lambda qui paye. Mais les infirmières, mais le monde des médecins, ils demandent rien, ils organisent leur système. Donc pourquoi le troubler? Alors comme vous le troublez, comme vous le mêlez dans le système universel, les gens se disent pourquoi ils le font? Puisque chez nous ça marche.
Et donc, ils se disent, s'ils le font, c'est qu'ils veulent nous prendre nos réserves. Et je ne vois d'ailleurs pas d'autre explication rationnelle. Vous devriez mettre, monsieur le ministre, votre énergie à améliorer le système des agriculteurs, à améliorer le système des marins, système que vous n'améliorez absolument pas. Pour les marins, il s'agit de préserver, on va s'efforcer de préserver les choses, et pour les agriculteurs, le président de la République, hélas, a déçu les agriculteurs par son intervention. Cette énergie, il faut la mettre là, et non pas à condamner des systèmes qui ont fonctionné, qui n'ont pas sollicité la solidarité nationale, qui sont équilibrés, qui fonctionnent, qui tournent. Donc, pourquoi le faire? Si ce n'est de tout emmêler, de tout embrouiller. C'est une vieille technique que nous dénonçons. Merci, Monsieur le Président Le Fur. Sous-amendement identique de Monsieur Brun. Monsieur Brun, il est défendu. C'est très bien, merci. Monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement et les sous-amendements, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne connaissais pas cette expression pasquoyenne, mais dans ce cas-là, je vais vous la retourner, parce qu'à force de reprendre tous les sujets dans un sens et dans l'autre et de réinvoquer, et je vais vous l'illustrer de deux façons. Première façon, parce que vous réabordez tous les sujets, et deuxième façon, sur l'amendement de Madame Valentin, le sous-amendement de Madame Valentin. Donc, je lis l'amendement initial, celui présenté par Monsieur Diard. En sont exclus, à l'alinéa 3, en sont exclus les régimes mentionnés aux articles L640-1 et L723-1 du Code de la Sécurité sociale. Le L640-1, c'est profession libérale, et le L723-1, c'est avocat. Et l'amendement de Madame Valentin propose de rajouter les professions libérales. Donc, ça, en clair, ça veut dire en sont exclus les professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L641, les professions libérales et les avocats. Donc on met deux fois les professions libérales dans le même amendement. Donc voilà à quoi sert un travail parlementaire qui ne fait qu'embrouiller. Enfin, excusez-moi du sujet. Ensuite, sur le sujet proprement dit des avocats. Donc sous l'argumentaire qui serait excédentaire, ce qu'ils sont actuellement, il ne faudrait pas y toucher. Alors moi, on va vous prendre, Monsieur Diard, vous avez des enfants qui arrivent vous avez deux enfants, un qui... vous en avez qu'un, voilà, bon, mais admettons que vous en ayez deux, un qui veut faire avocat et l'autre qui voudrait faire agriculteur. Et donc, il passerait dans le monde professionnel et aussitôt, un aurait une forme d'assurance retraite vieillesse garantie et l'autre aurait une assurance d'avoir une faible retraite garantie. C'est pas logique. Est-ce que le système de l'éducation devrait dépendre de la profession des parents? C'est du même ordre. Et aujourd'hui, les avocats sont excédentaires. Mais regardez, le ratio rapport actif sur retraité est en train de baisser. Il était à 5, on est un peu plus de 4. Et il commence à provisionner des augmentations de taux de cotisation. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir des évolutions sociétaires, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va modifier des métiers. Et donc demain, les équilibres d'aujourd'hui ne seront pas ceux d'hier. Et que tous les actifs français assument toutes les pensions des Français demain, me semble une mesure de justice sociale et de sécurité de l'avenir des retraites. Donc défavorable à ces amendements-là et aux sous-amendements qui les concernent. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard, concernant votre amendement. Alors, oui, moi j'avais compris que les sous-amendements étaient peut-être plus une façon aussi d'exprimer une pensée politique que de vouloir enrichir le débat, mais je me permettrais, sans jugement, de dire que je me suis permis de le faire aussi avec les députés GDR, de dire que je pense que vous aussi, vous avez envie d'aller sur le fond. Peut-être on pourrait aller sur le fond plutôt que de mettre deux fois non les professionnels libéraux dans un même amendement. C'est peut-être pas beaucoup d'intérêt. Une seule fois aurait suffi. Donc, juste sur ce sujet-là, j'ai bien compris que ça reflétait cet amendement, Monsieur Diard, l'objet sur le fond de votre projet politique.
qu'on a évoqué sur le fond à plusieurs reprises. Vous avez un projet politique qui n'est pas celui que nous proposons, n'est pas celui du gouvernement, qui est de vous limiter à un pass pour ce qui est d'une forme de régime de base commun, et puis de faire perdurer les dispositions propres à chaque profession, chaque statut, tout en se disant... D'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs dans plusieurs expressions. Le jour où ils seront dans la difficulté, ils viendront voir la solidarité nationale. Alors moi, c'est pas du tout ma vision. Hein. C'est pas du tout ma vision parce que la solidarité nationale, c'est bien quand on anticipe les choses. Faut pas attendre d'être dans la difficulté pour venir voir la solidarité nationale. En tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je vois l'intérêt général. Donc vous comprenez bien que lorsque vous venez avec ce type d'amendement, monsieur le député Diard, fatalement on y est défavorable, puisque nous on présente autre chose, un fondement qui est sur 3 niveaux de passe. Alors monsieur le rapporteur a souhaité tout de même, et je l'en remercie, toujours donner du sens à ses propos en l'illustrant et aussi en se disant voilà, en fait, est-ce qu'il serait logique dans notre société que sur le fond, en fonction du métier que vous avez choisi, on hypothèque plus ou moins votre niveau de retraite et que tout cela, ça se fait comme ça, quoi. Tout le monde trouve ça très bien. Écoutez, non, moi je pense qu'il faut de la solidarité, il faut que cette solidarité se construise, et moi je suis très heureux de pouvoir présenter au nom du gouvernement un projet qui donnera la même solidarité, les mêmes droits familiaux à l'ensemble des Françaises et des Français. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Un avis donc défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Madame Dubost, vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Finalement, que se passe-t-il, mes chers collègues? Sur la question des avocats, j'ai entendu des choses sur les bancs de gauche et de droite. Nous ne parlons pas de la même chose. Monsieur Diard, vous nous proposez un amendement qui se fonde et qui s'argumente autour de mesures d'économie. Mais ce qui fonde notre projet, ce ne sont pas des mesures d'économie. Quand on parle de système universel, on parle d'universalité de la solidarité dans la société. Or, les avocats, ils sont au cœur de la société, ils sont au cœur de nos préoccupations, ils sont au cœur des concitoyens. Nous les reconnaissons profondément pour leur action, nous savons qu'ils sont dévoués, nous savons qu'ils sont garants de l'état de droit. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faudrait pas les exclure d'un système de solidarité qui constitue un véritable pacte social, parce que c'est un projet de société, ce n'est pas un projet d'économie. Par ailleurs, sur la question de l'amendement du gouvernement, j'ai entendu des mécompréhensions, Monsieur Bernalicy. Je vous rassure, l'amendement du gouvernement, qui a été travaillé avec les députés de la majorité, qui se sentent très concernés par la question des avocats qui sont en dessous de 1 pass, leur permet de transférer un mécanisme de solidarité qui existe déjà aujourd'hui dans leur caisse autonome. Parce qu'ils ont des particularités liées à leur métier, comme par exemple des marins, ils avaient organisé un système de solidarité en interne. Avec le transfert dans le système universel, les avocats qui gagnent beaucoup vont y gagner et cotiser moins. Ce que permet cet amendement, c'est de dire ceux qui cotiseront moins demain dans le régime universel viendront cotiser pour ceux qui risqueraient de cotiser plus et donc neutraliser pour ceux qui sont en dessous de 40 000 €. Donc la mesure d'économie pour garantir les petits cabinets, elle est assurée, mais ce n'est pas ça qui fonde le projet. Enfin, pour la réalité de la colère des avocats, parce qu'il faut les entendre. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cet hémicycle qui ne reconnaisse pas l'importance prépondérante des avocats. Tout le monde la reconnaît, tout le monde. Ce qui leur pose difficulté aujourd'hui, quand ils nous disent 40% des barreaux sont en dessous de 40 000 €, ce n'est pas dû à la réforme, ce sont des conditions d'exercice actuelles, c'est parce que rien n'a été fait précédemment. Et il faut corriger, nous l'avons demandé au gouvernement, nous travaillons dessus, nous irons plus loin, mais en dehors de la question des retraites. La parole est maintenant à monsieur Adrien Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Bon, chers collègues de la majorité, cessez l'obstruction, parce que ça va finir par se voir en réalité. Vous multipliez les interventions de forme pour nous expliquer que vous ne comprenez pas nos explications, ou alors pour nous expliquer... Oui. Mes chers collègues, je préférerais que le débat puisse se passer dans le calme, dans l'écoute et dans le respect mutuel. Pour l'heure, seul M. Quatennens a la parole et sa parole est libre. On écoute Merci, Monsieur le Président. Oui, dans le calme, et donc dire cessez l'obstruction et arrêtez l'intervention de forme qui ne vise qu'à nous expliquer que vous ne comprenez pas ce qu'on raconte ou qu'on se répète. Parce que si vous voulez compter les points pour savoir qui se répète, franchement, on pourrait le faire.
Universel, universel, on ne cesse de vous expliquer que ce n'est pas le cas. Universel, universel, le Conseil d'État vous dit non, ce n'est pas vrai. Universel, universel, puis finalement, le rapporteur finit par dire en effet, pas parfaitement universel. Donc vous voyez, on a avancé. Donc ensuite, ne reculez pas en revenant en arrière. Ensuite, vous répétez juste, simple et pour tous. On vous dit non, pas du tout. Vous répétez juste, simple et pour tous. Clairement, ça se voit. C'est vous qui faites de l'obstruction et qu'empêchez le débat. Ensuite, monsieur le rapporteur Turquois, nous allons avoir tout loisir de continuer à développer nos arguments. Mais l'avantage qu'il y a sur le sujet des retraites, c'est que malgré l'évidence de complexité de votre réforme, cette usine à gaz imbitable que vous nous préparez, finalement, les choses sont assez simples en réalité. Sur les retraites, il n'y a jamais que 2 ou 3 paramètres sur lesquels jouer. Il y a l'âge, il y a la durée de cotisation, ou il y a en quelque sorte la question des richesses consacrées aux retraites, des salaires et des taux de cotisation. Voilà pourquoi, effectivement, le périmètre de notre discussion peut être, somme toute, assez restreint, même si vous essayez de biaiser avec des éléments de langage qui aujourd'hui ne tiennent plus debout. Donc parlons de l'essentiel. Vous voulez l'équilibre financier, mais je crois que sur ces bancs, tout le monde est pour l'équilibre financier, mais pas à la condition que cet équilibre financier ne soit financé que par le fait que les Français aient travaillé plus longtemps ou que le niveau de pension s'affaiblisse. Voilà le cœur du débat que nous devons avoir. Le reste, ce n'est que de la fioriture. La parole est désormais à monsieur Arnaud Viala. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Monsieur le rapporteur que nous voulons discuter du fond. Mais il ne faudrait pas, Monsieur le rapporteur, que vous fassiez semblant de ne pas comprendre ou bien que la collègue Dubost fasse de la provocation à l'endroit de professions qui ne sont pas des habitués de la revendication et qui aujourd'hui ne peuvent pas entendre ce qu'elle vient de dire. Quand on parle des régimes autonomes et que nous défendons l'idée que si régime autonome il y a et qu'ils aient réussi à maintenir des systèmes équilibrés et qui leur permettent de regarder loin dans l'avenir, il n'y a aucune raison de les mettre à mal de la manière dont vous voulez le faire. Nous disons des choses qui sont sur le fond. Quand nous parlons des avocats et que la réalité du problème n'est pas seulement que vous leur piquez, excusez-moi, leurs réserves, mais que vous leur proposez de compenser la hausse de cotisation de 14 à 28% sur leurs propres réserves, c'est-à-dire de se payer leur propre compensation. Il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Et quand vous faites une comparaison particulièrement malvenue avec les agriculteurs, je me permets de vous le dire, monsieur le rapporteur, parce que je connais l'attention que vous avez pour cette profession-là, je vous en livre une autre. Les agriculteurs actuels retraités, dont vous n'allez pas augmenter les pensions parce que ça coûte trop cher, mettez-les donc immédiatement dans un régime universel et solidaire et compensez leur précarité en augmentant leur pension, en allant piquer ailleurs, puisque vous piquez partout. Faites ça. Ça sera universel et solidaire. Merci, monsieur Viala. Monsieur Balanan, vous avez la parole. Merci, monsieur Brun, pour vos interventions, mais c'est monsieur Balanan qui a la parole. Oui, moi je voulais répondre sur le fond à quelques sujets qui ont été donnés sur les avocats et l'interpellation de monsieur Hutin qui disait que les avocats allaient voir leur cotisation doubler. Non, ce n'est pas tout à fait ça et c'est un peu plus complexe et c'est assez bien expliqué. Et dans les négociations, il leur a été proposé un chemin lissé sur un certain nombre de temps. Je peux tenter de vous expliquer, qu'on soit un peu sur le fond, puisque c'est ça le sujet, justement. Aujourd'hui, vous le savez, le CNBF, par exemple, qui gère la caisse des avocats, avait déjà provisionné une augmentation de 2 points. Ils savent qu'ils vont avoir un problème démographique, ils veulent équilibrer leur régime, ils veulent continuer à avoir ce régime équilibré, ils avaient augmenté de 2 points. Il y a une proposition qui fait qu'en réalité, il y a 5,1 points à continuer à gagner pour arriver à 28%. C'est proposé d'être lissé avec 2 scénarios qui leur ont été proposés, un scénario sur 20 ans et un autre scénario un peu plus court qui prendrait effectivement sur une partie de leurs réserves. La réalité des avocats, une partie infime, monsieur Bernalicis, votre programme prend tout, fait les poches complètes du régime des avocats, c'est marqué dans votre programme, page 31. Donc, monsieur Hutin, pour finir, la réalité des avocats, parce que moi, comme vous,
comme à peu près tous les députés ici présents, ont rencontré les avocats. Les avocats ont une crainte, il faut leur expliquer. Ils n'ont pas eu tous les éléments sur la retraite parce que tout ne leur a pas été transmis, me l'ont dit. Mais ils ont aussi on a aussi un sujet sur les avocats, c'est sur la réalité de leur travail aujourd'hui, sur la réalité de leur statut. Et on a un travail à faire, oui, effectivement, collectivement, parce qu'il se pose un certain nombre de questions et nous devons évidemment mener également ce chantier. Et pour conclure, sur les avocats, la réalité du métier, elle a complètement changé. Aujourd'hui, vous pouvez être avocat pendant 10 ans à votre compte et puis un jour décider de passer salarié. Je finis, Monsieur le Président. Merci de conclure. Vous finissez. Vous repassez dans le salariat parce que vous avez décidé. Aujourd'hui, les 10 ans qu'ils avaient cotisé dans la caisse du CNB, ils les ont perdus. Monsieur Balanant. La parole est à Monsieur Roussel. Merci, Monsieur le Président. C'est très bien que les députés En Marche prennent la parole pour expliquer leur réforme, parce que ça nous permet de leur répondre effectivement sur le sens de votre réforme. Monsieur Maillard, Madame Elimas, champion du monde, parce que vous nous faites une grande dissertation sur la justice et sur les chauffeurs du bus. Et vous dites qu'effectivement, ceux de la RATP partent en moyenne à 55 ans. Et ceux de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Valenciennes partent à 62 ans, voire plus. Et vous dites que c'est inacceptable. Vous avez raison, c'est inacceptable. Et vous nous faites, vous, ensuite, un cours sur la justice. Mais c'est quoi le sens de la justice? C'est que tout le monde puisse partir à 55 ans parce qu'effectivement on est cassé par le travail, ou alors c'est de faire partir tout le monde à 62 ans après 40 ans de boulot. Eh bien le sens de votre justice, c'est justement de répondre aux demandes des actionnaires de ces grandes boîtes qui font travailler ces chauffeurs de bus et de les faire travailler plus longtemps avec des maladies de dos, avec des postes dans les bus où parfois ils se font agresser et c'est compliqué. Eh bien à la RATP, ils avaient un régime qui les protégeait. Avec votre réforme de retraite, ils n'ont plus aucune protection. Ils vont devoir tous travailler beaucoup plus longtemps et ils vont en souffrir. Votre sens de la justice, c'est de faire travailler plus longtemps les salariés. Ce n'est pas de les protéger et ils l'étaient jusqu'à maintenant grâce aux régimes spéciaux. Bravo pour la justice, ce ne sera jamais notre choix. Nous défendrons, nous, les travailleurs, les salariés, ceux qui étaient protégés, quand vous défendrez les patrons et les actionnaires. C'est ça la différence. Merci, Monsieur Roussel. Chers collègues, je vous invite à accueillir les interventions des uns et des autres dans le silence et le respect. Monsieur Solignac, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. À ce stade de nos débats, je me demande s'il ne serait pas préférable que personne ne nous écoute et que personne ne nous regarde, parce que je crois que nous avons atteint le paroxysme du dialogue de sourds et de la mauvaise foi. Tout à l'heure, une de nos collègues de la majorité a dit « je n'y comprends plus rien ». Alors si les députés de la majorité eux-mêmes n'y comprennent plus rien, comprenez que ça commence à devenir inquiétant. Notre collègue Le Fur a parfaitement compris, lorsqu'il a évoqué la stratégie pasqualienne, vous vous employez à ce que personne ne comprenne plus rien. Mais nous, on comprend très bien. On comprend que vous ne savez pas du tout où vous allez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous souhaitez y aller très vite. Parce que ça va finir par se voir que vous ne savez pas du tout où vous allez. Notre collègue Quatennens disait que vous étiez dans l'obstruction. Bon, il a l'habitude de temps en temps d'être caricatural. Moi, je dirais que vous êtes dans la diversion. Vous avez besoin de faire diversion. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas le maîtriser vous-même, ce texte, mes chers collègues de la majorité, avec 29 trous, avec une étude d'impact qui est absolument indigente. Vous ne pouvez vous-même même pas savoir où vous allez. La réalité, c'est que la commission spéciale a été un échec. La réalité, c'est que la conférence de financement s'annonce comme un échec et c'est que cette séance est un échec, votre politique est un échec. Merci, Monsieur Solignac. La parole est désormais à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je profite à la fois du moment où notre Assemblée est quand même un tout petit peu plus calme et contrairement à ce qu'on pourrait dire, moi il me semble qu'on se dit plus de choses depuis quelques
depuis 1 heure, qu'on ne s'en est dite depuis quelque temps. Je profite aussi du fait que je sois le seul de mon groupe pour pouvoir intervenir. Donc, je dis, quel dommage, Monsieur le Président. Je vous le dis parce que je vois dans vos yeux l'étrange flamme qu'il y a. Et je dis, quel dommage que nous nous occupions et que nous perdions, au fond, tant de temps et d'énergie alors qu'il y a tant à faire. Moi, ce que vous voulez que je dise, je l'ai dit l'autre jour, j'ai essayé de le dire, j'ai été mal compris peut-être, mais c'est vrai que je n'étais pas très en forme. Bon, on parle de l'obstruction, mais j'ai vécu ici, je ne suis pas le seul, des périodes, je l'ai dit l'autre jour, où Madame Boutin, pas Madame Autain, Madame Boutin, nous a lu des versets de la Bible pendant 1 heure à la tribune. Madame Bachelot est arrivée derrière, nous a lu la scène du Christ pendant 3 quarts d'heure. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait même pas de limitation de temps pour les groupes. Bon, bien sûr, les uns voulaient que ça aboutisse, les autres ne voulaient pas que ça aboutisse. Le seul problème aujourd'hui, nous allons malheureusement vers le 49.3, je ne vois pas comment on peut l'éviter. Et c'est très, très dommage, parce que tout ça aurait pu être fait autrement. C'est que je crains que, cette fois-ci, ce ne soit pas exactement les mêmes circonstances que celles que nous connûmes il y a peu de temps. Pourquoi? Parce que les partis n'ont plus la force qu'ils avaient auprès du peuple, les syndicats d'ailleurs non plus, et nous-mêmes, nous sommes affaiblis. Et moi, je crains que ce ne soit une couche supplémentaire qui vienne s'ajouter à la colère qui ferait qu'à partir d'un certain moment, notre pays pourrait devenir incontrôlable, alors que nous pourrions faire beaucoup plus utile. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir arrêter. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle. J'ai vu beaucoup de choses dans vos yeux également. On va passer au vote sur les sous-amendements. Tous les groupes se sont exprimés. Sur le sous-amendement de Madame Valentin, le 42 583, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Les sous-amendements 42 558 est identique avec le même avis, qui est pour, qui est contre, ils ne sont pas adoptés. Et l'amendement de Monsieur Diard avec un même avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous passons à l'examen du 23 429, qui fait l'objet, là encore, c'est un amendement de Monsieur Diard, qui fera également l'objet de sous-amendements. Et sur cet amendement, je suis saisi par le groupe des Républicains d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Diard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est un amendement de repli. Un amendement de repli pour justement défendre les caisses autonomes des professions médicales que sont toujours les pharmaciens, les sages-femmes, les médecins. Et, Monsieur le Ministre, moi j'ai une crainte qu'avec votre réforme, on ponctionne encore plus les cotisations de ces professions et qu'on accélère la désertification médicale dans les zones rurales. Voilà, moi j'ai cette crainte et c'est pour ça que, pour des raisons de justice, je défends le maintien des caisses autonomes des professions médicales. Merci beaucoup, Monsieur Diard. Nous avons donc un sous-amendement, pardon, 2 sous-amendements identiques, 42 559 du président Le Fur. Oui, tout à fait en phase avec notre collègue Diard. Vous nous dites, ils conserveront leur argent et ils pourront l'utiliser. Alors je voudrais à ce stade, Monsieur le Ministre, des précisions. Ces caisses autonomes, où pourront-elles mettre leur argent? Existeront-elles avec leur personnalité morale demain? Et autre question, à quoi servira cet argent? Est-ce qu'ils pourront l'allouer librement à leurs membres, en supplément du système universel, puisqu'il faudra bien qu'ils en fassent quelque chose? Ce sera sans doute pas le cas. Ma crainte, moi, c'est que vous l'utilisiez d'une manière ou d'une autre pour compenser des difficultés que vous auriez dans votre fameux système universel. Donc je veux des précisions, Monsieur le Ministre. Demain, ces caisses qui existent aujourd'hui, existeront-elles? Auront-elles une personnalité morale? Auront-elles un compte qu'elles géreront elles-mêmes sans intervention extérieure? Cet argent résulte de cotisations
du passé? Comment pourront-elles utiliser cet argent? Quel sera leur degré de liberté? Et comment cet argent, d'une manière ou d'une autre, sera restitué non pas au grand système que vous imaginez, mais précisément à ceux et celles qui ont cotisé pour faire ces réserves financières. Merci, Monsieur le Président Le Fur. Monsieur Brun, pour le sous-amendement identique, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Un complément d'un mot pour ces professionnels de santé qui sont médecins, qui sont infirmières libérales, qui font un travail remarquable pour beaucoup d'ailleurs dans des zones de revitalisation rurale, dans des zones d'intervention prioritaires classées par les agences régionales de santé. Et ils sont donc au cœur de la facture médicale. Et en complément des propos de mes collègues Éric Diard et Marc Le Fur, je voudrais dire que c'est à eux, c'est à elles qu'il faut penser aussi lorsque nous légiférons sur ce texte. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur l'amendement et les sous-amendements identiques? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord réagir à l'expression de notre collègue Jean Lassalle. Je crois qu'il a raison sur le fond, Monsieur Lassalle, sur son expression. Moi, je crois, là, tout le monde a l'impression de livrer des combats importants, mais nous ne parlons qu'à nous-mêmes, là. Les Français, dans notre mode de fonctionnement, mais ils se demandent si on est des extraterrestres, là. On livre des combats homériques sur des mots universels, inéquitables, mais vis-à-vis de l'extérieur, mais le Parlement ne sert à rien. Là, je suis désolé, mais on n'est pas sur le fond. On a l'impression qu'on gagne quelque chose. Mais oui, je vais vous y répondre, mais je vous assure qu'à revenir, au lieu de travailler sur le fond article par article, parce que les sujets amendement par amendement, on y gagnerait beaucoup. Et moi, je suis désolé de... Ah, évidemment, moi, en tant que rapporteur, on m'interpelle parce que je vais exploser mes statistiques sur nosdéputés.fr, je vais me faire plaisir à moi-même, mais vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie, vis-à-vis du rôle du député, ça ne sert à rien, c'est la réalité. Alors, sur l'amendement en lui-même, l'intégration, non, la non-intégration des personnels de santé, des professions libérales médicales. J'entends votre sujet. Nous, on a vocation, on souhaite dans notre projet intégrer tout le monde et de façon respectueuse, en mettant le temps de la transition, 15 à 20 ans, c'est déjà un élément important. Ensuite, d'entendre que la désertification rurale, médicale serait liée à ce projet de retraite, enfin là, je veux dire, vous avez cité ce sujet-là. Aujourd'hui, on voit bien, j'aimerais m'exprimer, vous êtes exprimé, je n'ai pas réagi. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de désertification médicale, c'est une réalité qui est différente suivant les territoires en fonction des politiques qui y sont menées, mais c'est quelque chose qui est assez général auquel il faut travailler. Le projet de réforme des retraites n'a strictement rien à voir avec ce sujet-là. Voilà. Et enfin, sur les réserves, la question précise évoquée par Monsieur Le Fur. Les réserves sont gérées par les caisses. Ils pourront en faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent. S'ils veulent faciliter les transitions des personnels de ces professions-là concernées, ils peuvent le faire. Si c'est par une prise en charge partielle de l'augmentation des cotisations, ils peuvent le faire. Il reste, c'est à l'article 50 de ce projet de loi, ils restent gestionnaires des réserves que leur régime a constituées. En aucun cas, les réserves des avocats ou de la Carpinco, je ne sais pas si la Carpinco a des réserves, mais sont à la main de la Carpinco ou de la CNBF, si c'est le barreau français, si on parle de celle-là. Donc elles restent à leurs mains pour faciliter éventuellement des transitions, pour cibler une catégorie particulière si elles le veulent, c'est de leur responsabilité. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard a un avis défavorable et je vais m'en expliquer.
D'abord, vous nous réinterrogez sur les caisses. J'ai bien compris votre propos et votre intérêt. Vous redire ce qui avait été évoqué plus spécifiquement pour l'une ou pour l'autre. Je crois que c'était un échange qu'on avait eu avec le député Jean-Pierre Dor concernant les médecins. Elles pourront tout à fait continuer à prester dans le cadre d'une délégation de service de la Caisse nationale de retraite universelle. Alors, une délégation de service, c'est encadré, bien sûr, mais ça a du sens. Et donc, ça permet notamment à ces caisses de rester l'interlocuteur unique d'un certain nombre de professions. Donc, c'est une bonne idée. Vous posiez la question de la personnalité morale. Je confirme qu'elles pourront garder la personnalité morale. Vous avez reposé la question des réserves. Monsieur le rapporteur vous a répondu. Vraiment, je vous réponds. Voilà, et pas d'ambiguïté. Si vous aviez vu dans le texte qu'il y avait des dispositions d'expropriation, moi je comprendrais vos questions, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et au final, vous avez tout le contraire dans le texte. Et si les caisses veulent décider, parce que ce sera leur choix à elles, leur conseil d'administration, de lisser une éventuelle hausse de cotisation quand il y en a, parce qu'il y a plein de professions où il n'y en a pas, bien elles pourraient éventuellement le décider. Mais c'est vraiment lié, c'est leur choix, c'est leur responsabilité. Enfin, je voudrais rappeler, mais ça je crois que tout le monde l'a à peu près en tête, mais je le redis, c'est que toutes ces caisses vont continuer à gérer les générations nées avant 75. Hein. Et donc au final, puisque je crois que et le rapporteur et moi-même avons voulu être exhaustifs sur ce débat que nous avons des caisses autonomes. Si nous pouvons passer à un autre sujet maintenant et revenir, si vous voulez, sur ce sujet lorsque nous serons à l'article 54. Mais passer 1h40 sur ces mêmes sujets qu'on avait déjà évoqués, moi ça me paraît déjà très très consistant, alors qu'on en a déjà parlé. Passons à autre chose. Défavorable. Merci beaucoup. Monsieur Diard, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas balayer les caisses de retraite autonomes en 1 heure comme ça en disant c'est fait. C'est du mépris. Hein. Moi je vous le dis, c'est du mépris pour ces professions. Vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de la main. Moi j'ai deux points. Mon premier point, monsieur le rapporteur, si ces professions médicales sont plus ponctionnées, il y aura un attrait beaucoup moindre pour ces professions et vous aurez beaucoup moins de sages-femmes, beaucoup moins d'auxiliaires médicaux dans les zones rurales. Et donc, on accroîtra la désertification, c'est évident. Voilà. Deuxième point, une question, monsieur le ministre. J'aimerais savoir, et je ne reviendrai plus là-dessus, monsieur le ministre, il y a eu des grèves suite à la présentation de cette réforme. La RATP s'est mise en grève, la SNCF s'est mise en grève, et puis, arrivées les vacances de Noël, les professions qui concourent au transport aérien ont déposé un préavis de grève. Et puis, ces professions ont supprimé le préavis de grève. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ces professions vont rentrer dans le régime universel? Merci, monsieur Diard. La parole est à monsieur Roussel. Merci, Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, les députés communistes soutiendront cet amendement de nos collègues des Républicains. Parce que oui, votre réforme des retraites va avoir un impact sévère et lourd sur toutes ces professions médicales et notamment ces auxiliaires de santé, les kinés, les infirmières, les orthophonistes, etc., qui avaient leur propre caisse autonome avec la Carpemco. Elles se sont constituées, toutes ces professions, en collectif SOS Retraite. Et elles ont manifesté, souvent, pour demander à être respectées. Vous ne les avez pas entendus, ils sont en colère contre vous. Vous prévoyez dans votre texte de loi, c'est peut-être là encore une fois le sens de votre justice, un taux unique de 28,12%, jusqu'à une fois le plafond de la Sécu, c'est-à-dire 40 000 € de ressources. Alors que ce taux, il est, pour ces professions, aujourd'hui, autour de 15%. Donc c'est presque le double. Oui, dans le système actuel, il bénéficie d'un taux de 15%, et vous allez peut-être le baisser au-dessus de 120 000 € de revenus, mais ils sont majoritairement à avoir des ressources inférieures à 40 000 €. Ils ont fait leur propre étude avec un cabinet indépendant. Et dans cette étude, ils vous ont expliqué qu'ils étaient très majoritairement à avoir des ressources inférieures à 40 000 € et donc à subir
une perte sèche de revenus estimée à 9,6%. 9,6% de baisse de bénéfices pour l'ensemble de la profession. Est-ce que c'est là le sens de la justice dont vous vous drapez à chacune de vos interventions? Merci Monsieur Roussel. La parole est à Monsieur Julien Brochic. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je voulais revenir très rapidement et très vite sur le fait qu'on parlait tout à l'heure du nombre de régimes 42, pas 42. Écoutez, vous savez, même s'il ne devait en rester que 2, ce serait déjà un de trop, parce que nous voulons une véritable universalité, parce que c'est solidaire et c'est équitable. C'est solidaire et c'est équitable. Je reviendrai sur la partie des libéraux et plus particulièrement sur les professions médicales. Arrêtons de mentir aux Français. Arrêtons de mentir aux Français. Arrêtez. Parce que la première des préoccupations des professions de santé, ça n'est pas la retraite. Mais au-delà de ça, notre réforme ne suscite pas d'inquiétude, en particulier chez les médecins. Pourquoi? Parce que le système actuel provoque déjà beaucoup de capitalisation bien en dessous de 3 passes. Parce que ce sont de formidables avancées, en particulier pour les femmes, et elles sont nombreuses en médecine. On ne pique pas dans les réserves des médecins, et parce que ça permet de véhiculer un âge précoce de départ à la retraite bien mieux qu'actuellement. Je reviendrai également sur les avocats, parce que hier j'ai touché un problème du programme de nos amis de la France Insoumise sur les réserves des avocats que vous, manifestement, vous avez avoué que vous les provisions que vous alliez supprimer. Alors, je suis effaré, je regarde votre site aujourd'hui, votre programme a disparu du site. C'est formidable. La première des choses que l'on voit quand on regarde votre site aujourd'hui, c'est une invasion rouge à Paris. Ça n'est pas vous, ce sont les punaises de lit. Et puis, il y a une chose pire que tout. Il y a une chose qui est en première page de votre site, et elle m'inquiète. C'est que vous êtes en train de proposer aux Français de prendre des autocollants, la République, la retraite en moins, et vous proposez Merci de conclure, chers collègues. Les macronistes en allant coller ces autocollants sur les permanences. Merci beaucoup. Nous sommes dans une période de Merci trouble. Monsieur Brochic. La parole est désormais à Monsieur François Ruffin. Bon. Laissons parler Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Le rapporteur a l'air de découvrir que la démocratie, elle se déroule pour le moins imparfaitement ici, qu'on serait un lieu absurde, et c'est vrai. Pourquoi? Bon. Ah, mes chers collègues, Madame Panot, vous êtes en train de gêner Monsieur Ruffin, j'ai l'impression, et vous n'êtes pas la seule. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui. Bon, ouais, si, je me laisse distraire, moi, facilement. Allez-y, Monsieur Ruffin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ici? L'absurdité de ce Parlement, vous semblez la découvrir maintenant, monsieur le rapporteur. Mais moi, je la vis depuis 3 ans maintenant. Oui. Le constitutionnaliste Jean-Claude Colliard dit ceci. Il est devenu faux de dire que le Parlement fait la loi. Aujourd'hui, les cabinets préparent les projets. Il serait donc plus juste d'affirmer que désormais le Parlement vote la loi et tout ce qu'on fait en ce moment, nous dit-il, c'est le temps de l'habillage démocratique. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une décision technique qui est prise et qu'est-ce qu'il faut derrière? Il faut lui donner une sanction politique, un habillage démocratique, et c'est le temps du Parlement. Et c'est le temps où on doit faire semblant qu'en effet, ici, nos amendements ont des chances de passer. Tout le monde le sait. À droite, ils le savent qu'ils n'ont aucune chance que ça passe. À la France Insoumise, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe. Au Parti communiste, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe, parce que ainsi le veut le fonctionnement de la Ve République. Ainsi le veut le fonctionnement d'un hémicycle où il y a une majorité
pléthorique et automatique. Et donc, en effet, qu'est-ce qui reste donc à faire? Ça se voit y compris sur ce projet de retraite. Merci de conclure, Monsieur Ruffin. Merci, Monsieur Ruffin. Mes chers collègues, j'aimerais que l'attitude soit exemplaire sur chacun des bancs, parce qu'il est facile souvent de considérer que le chahut vient d'un côté ou de l'autre, mais j'ai le sentiment qu'il est aujourd'hui partagé et j'aimerais bien que l'attitude soit exemplaire sur tous les bancs. Monsieur Mattei, vous avez la parole. Oui, il y a un avantage de répéter des sujets, c'est que quand on s'absente une journée, je n'étais pas là hier, je ne suis pas perdu. C'est ça qui est agréable. Mais plus sérieusement, Monsieur Ruffin, et je vais revenir au sujet, Monsieur le Président, plus sérieusement, si vous croyez qu'on passe 75 heures en commission, si vous croyez qu'on passe une semaine dans l'hémicycle, si quand vous voyez le rapporteur, le ministre qui vous répond, si vous croyez qu'on est là pour faire de l'habillage, pas moi. Moi, en tout cas, je ne suis pas député pour faire de l'habillage. J'aurais bien aimé qu'on rentre dans le fond. Et là, on est sur l'article 2 qui pose le champ d'application de la loi. Le champ d'application de la loi, c'est une retraite, système universel. Défini, c'est notre volant. Mais on pose le principe. Que vous déposiez des amendements. Alors maintenant, je vais revenir sur les médecins ou sur la profession médicale. Moi, j'ai 30 ans d'expérience côtoyant dans la vie civile. Excusez-moi, monsieur Mélenchon, je n'ai pas 30 ans d'expérience dans la politique, mais 30 ans d'expérience dans la vie civile. Mais chacun son parcours. Chacun son parcours. Mais moi, j'ai côtoyé beaucoup de professions libérales, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières. Les problèmes qu'ils rencontrent, quand vous lisez un bilan ou leur déclaration de profession libérale et déclaration BNC, ils ont des problèmes de société civile de moyens, d'organisation de leur profession, de remplacement, effectivement de la solitude des professions médicales en milieu rural. Ça, ce sont les problèmes. La retraite, ça ne vient pas en boucle. Et moi, je trouve que leur permettre d'avoir un compte universel, d'y voir clair, d'avoir une vision, est une chose positive et qui va dans le bon sens. Voilà. Ce qu'on est en train de mettre, c'est de donner de la visibilité. Alors, après qu'on discute sur la transition, sur certains régimes qui étaient... Comment? Mais aujourd'hui, on ne peut pas... Monsieur Roussel, vous avez parlé, on ne peut pas rentrer dans le fond du texte parce qu'on est... Excusez-moi, je ne veux pas être désagréable. On a beaucoup de patience. On est parasité par des amendements qui n'ont rien à voir avec le fond du texte. Merci beaucoup. Dernier orateur avant de passer au vote, Monsieur Hutin, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je lisais là une tribune du bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, qui disait, c'est pour répondre à... Et puis ça va expliquer un petit peu tout. Les avocats doivent être des lanceurs d'alerte lorsque la fabrication de la loi est hâtive ou bâclée, comme nous l'avons encore démontré pour ce projet de système universel. Et il disait, qu'ont fait les avocats pour mériter un tel mépris? Eh bien, moi je dirais qu'ont fait l'ensemble de ces professions pour mériter un tel mépris. Qu'ont-elles fait? Qu'ont fait ces sages-femmes? Qu'ont fait ces orthophonistes? Qu'ont fait ces infirmiers? Qu'ont fait ces ibodes? Comment se fait-il aujourd'hui, quand on parle de sujets aussi importants, qu'aucun ministre de la Justice ne soit présent, qu'aucun ministre de la Santé ne soit présent, Je ne dis pas que nous sommes avec des deuxièmes couteaux, c'est pas ce que je veux dire. Ce ne serait absolument pas logique. Mais dans la logique des choses, quand on parle de sujets aussi importants, aujourd'hui, quand on parle de professions qui sont aussi importantes, le gouvernement devrait s'y intéresser beaucoup plus. Madame Belloubet ne s'occupe absolument pas des avocats. Le ministère de la Santé ne s'occupe absolument pas des infirmiers, des orthophonistes, des sages-femmes. Rien ne se fait. Nous recevons tous les jours des gens. Donc, qu'ont tous-ils fait pour avoir un tel mépris de la part du gouvernement? Merci beaucoup, Monsieur Hutin. Avant de passer au vote, j'ai un rappel au règlement qui est fait par Monsieur Corbière. Vous avez la parole. Merci. Je le donne aussi au président Mélenchon. C'est personnellement sur la base de l'article 100, parce que comme président de séance, vous devez veiller à la clarté des débats. Non, je voulais, pour que tout se calme, notre collègue Borozigle a fait éclater une vérité indiscutable.
il ne sait pas consulter le site de la France Insoumise. Je tenais à lui dire parce que... Non mais c'est important. Monsieur Corbière, le fait de consulter le site de la France Insoumise n'est pas dans le règlement Non mais de le l'Assemblée collègue nationale. est intervenu. Le collègue... Attendez, Président, vous ne pouvez pas. Vous avez laissé développer le collègue qui a consacré beaucoup de temps, sans doute dans une volonté d'obstruer les débats, ce que je regrette. Mais dire que comme il nous avait mouchés, qu'il nous avait mis à nu dans son argumentation, immédiatement on avait retiré le programme. Pas de chance, collègue, il y est toujours. Ah, donc, vous avez fait éclater une vérité. Politiquement, vous n'êtes pas très adroit, mais en matière de technologie non plus. C'est dommage. On l'a en version papier. On l'a en version papier pour vous, vous y serez plus à l'aise. Deuxièmement, non mais plus sérieusement, S'il vous plaît, mes chers collègues. Jamais ici, je sais que vous aimez la polémique, mais Allez-y, jamais monsieur nous Corbière. n'avons demandé que les permanences de En Marche soient recouvertes de choses. Je vous le dis, S'il vous plaît. Et nous vous offrons une traduction pour la clarté. Mais calme. Monsieur Corbière, une minute. Monsieur Corbière. Mes chers collègues, je crois que nous avons à traiter, à l'occasion de ces séances, il se trouve que c'est le premier perchoir que j'ai assuré, d'un sujet qui est important pour les Français. Il y a dans cet hémicycle ceux qui soutiennent une réforme, il y a ceux qui s'opposent à une réforme. Que l'opposition s'oppose n'est pas une nouveauté, que la majorité soutienne n'est pas une nouveauté. Je vous demande juste de pouvoir le faire avec le plus grand respect des uns et des autres, parce que c'est l'image de l'institution qui aujourd'hui est en jeu, et c'est l'image que nous donnons tous collectivement aux Français et à ceux qui nous regardent qui est en jeu. Je vous demande de bien vouloir écouter respectueusement Monsieur Corbière, qui n'a plus beaucoup de temps pour la fin de son rappel au règlement. Très brièvement. Non mais Président, je voulais faire un clin d'œil, parce que vous plaidez pour la première fois, mais le collègue, et je ne lui reproche pas, c'est plusieurs fois qu'il parle du programme de la France Insoumise, je voulais souligner donc le fait qu'il s'était lourdement trompé. Ça peut arriver, c'est pas grave. Et je voulais signaler solennellement que jamais, pour ce qui est des députés de la France Insoumise, nous n'appelons à dégrader, et cette fois-ci je le dis plus sérieusement, les permanences d'un quelconque collègue, y compris ceux de la majorité. Vous en retenez ce que vous voulez, et j'ai à votre profit, si vous voulez, l'ensemble des insultes que les militants de la France, de la République En Marche portent contre... Oui, de la République En... Non. Attendez, collègues, je vais vous dire une chose, Merci. et je conclurai là-dessus. Si vous êtes blessés parfois par des reproches que vous subissez, laissez-moi vous dire que pour ce qui est aujourd'hui des supporters de votre parti, les immondices, les Merci, monsieur Corbière. Nous allons passer au vote dans un premier temps sur les sous-amendements identiques. Je vous fais un rappel au règlement après le vote, monsieur le président Mélenchon, sans aucun problème. Nous avons des sous-amendements identiques. C'est un scrutin à main levée avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Sur l'amendement de monsieur Diard, c'est un scrutin public qui a été annoncé il y a un certain temps dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Chacun a eu le temps de regagner sa place, monsieur Blanchet, et le scrutin est donc ouvert. Le scrutin est clos. En voici le résultat. 151 votants, 151 exprimés. La majorité est à 76 pour 45 contre 106. Cet amendement n'est pas adopté. Monsieur le président Mélenchon, vous faites un rappel au règlement ? Oui, parce que je peux dire que sur la base de l'article 58.1, j'ai été interpellé personnellement et par quelqu'un que j'estime bien, qui est monsieur Mattei. Alors, monsieur Mattei s'est dévoué au bien public toute sa vie, dans son métier de notaire. Quant à moi, j'ai été fort longtemps parlementaire. Mais je ne voudrais pas qu'on réduise mes mérites. Parce que vous dites que 30 ans d'expérience politique. Ah non, pas 30 ans, 53 ans. Je suis entré dans le combat à 16 ans. À 16 ans, collègues. Et oui, l'heure de la retraite, on verra. Parce qu'il est à craindre qu'il n'y en ait jamais, car lorsqu'on est engagé dans une cause, on la défend jusqu'à son dernier souffle, comme l'ont fait tous mes camarades jusque-là. Deuxièmement, non mais ça vaut la peine d'être dit tout de même, il y a aussi des militants dans cette salle. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour les circonstances. Alors, deuxième chose, je ne dirai rien du site que vous pouvez consulter comme vous voulez, mais je vous demande très solennellement d'entendre que nous ne demandons à personne d'aller maculer quelque permanence que ce soit. Les nôtres, oui, vous avez raison, c'est le cas.
Notre collègue Caroline Fiat a eu droit à des dégradations de ses locaux et plusieurs d'entre nous. Donc, nous n'appelons pas à ça. Et dernier élément, sur le fond, qui est la question, ça a été abordé par 2 collègues, juste pour la clarté de nos débats. La question de la ligne dans le programme où l'on fait référence au fonds de réserve qui existe dans les différentes caisses autonomes et qui s'élève au total à 114 milliards d'euros. Nous faisons valoir qu'il n'y a aucune urgence aujourd'hui financière et que s'il y en avait une, on pourrait mobiliser caisse par caisse 114 milliards, plus 32 milliards de la réserve constituée par Lionel Jospin, plus 24 milliards par an des versements Monsieur le qui peuvent Président être Mélenchon. faits. Merci. C'était une interpellation pour faits personnels. Vous avez débordé sur le fond. Considérons que ce sera la dernière fois que vous le ferez. Et donc la prochaine séance aura lieu ce soir à 21h30 avec la suite du projet de loi instituant un système universel de retraite. Mes chers collègues, la séance est levée.